Bien, bienvenue à toutes et tous pour la deuxième journée de notre colloque de rentrée au Collège de France. Alors, comme vous le savez, si vous êtes familier de ces rencontres annuelles, nous faisons le pari de la pluridisciplinarité. Et c'est évidemment la raison pour laquelle une historienne de l'Antiquité va présider une séance où vont se succéder des médecins et une juriste, et je m'en réjouis beaucoup. Alors, la session qui nous réunit ce matin aborde, tout comme celle d'hier, le genre dans la science, avant que l'après-midi ne déplace la focale progressivement vers cet autre aspect dont Françoise Combe a parlé hier matin dans son introduction, sur la science du genre, c'est-à-dire vraiment le genre comme objet d'étude. Et donc, vous verrez au long de la journée se déplacer la focale de nos intérêts. Et je vais donc présenter immédiatement notre première intervenante, Madame Yasmine Belkaïd, que je remercie vivement d'avoir accepté notre invitation, puisqu'elle est la présidente de l'Institut Pasteur, ce qui, je pense, lui donne un agenda compliqué à gérer. Elle dirige aussi le laboratoire Métaorganismes. Alors, son parcours d'études l'a menée d'Alger, où elle a obtenu une maîtrise en biochimie, à Paris, où elle a obtenu son doctorat, à l'Institut Pasteur, mais c'est aux États-Unis que Yasmine Belkaïd a poursuivi sa carrière de chercheuse dans de prestigieux laboratoires sur la problématique des maladies infectieuses et du système immunitaire. Et c'est précisément le biais sexuel dans les questions d'immunité dont elle va nous parler, puisqu'il semble, si j'ai bien compris le résumé, que les tissus de notre organisme pourraient être influencés de manière différentielle par notre sexe biologique. Et donc, nous vous écoutons avec grand intérêt. Merci. Donc, je suis très heureuse d'être là, très heureuse de partager en fait des thématiques qui me tiennent énormément à cœur. Et avant de commencer, d'abord, je voulais vous dire que je vais m'excuser. Ça va être un petit peu jargon, parce que j'ai uniquement l'habitude de présenter ma recherche en anglais, donc il va y avoir un petit peu de délai. Je voulais commencer pour vous dire une chose. D'abord, je commence avec ce tableau de Baya, qui était une artiste algérienne, une jeune orpheline qui a vraiment une révolution de la peinture moderne et qui vient d'une partie d'Algérie, la Kabylie, dans lequel il y avait vraiment une matriarchie. Donc, c'était un environnement où les femmes avaient vraiment une grande position dans la société. Donc, ce tableau, en fait, pour moi, représente beaucoup de choses. Il représente la relation entre la mère et l'enfant. Il représente aussi ce phénomène fondamental qui est justement la grossesse, qui explique, en tout cas en partie, pourquoi le système immunitaire de la femme et de l'homme sont organisés de façon différente. Donc, il est connu, et on le sait tous, les cliniciens qui sont dans cette pièce, ou vous-même, savez, que nous répondons de façon différente aux inflammations, aux infections. Ce qui veut dire qu'il y a des maladies auto-immunes pour lesquelles nous sommes plus susceptibles en tant que femmes, lupus par exemple. Il y a aussi des maladies infectieuses, en partie, qui sont beaucoup plus dangereuses pour les hommes. Et en fait, si on regarde la grande majorité des maladies inflammatoires ou des maladies auto-immunes, il y a un dimorphisme, ce qui veut dire en fait qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et ça peut se produire aussi au niveau de certains cancers, au certains types d'inflammation, au niveau de réponse aux infections, au niveau de la régénération tissulaire et beaucoup d'autres éléments. C'est en fait un phénomène absolument fondamental et important, mais je voudrais en fait rappeler une chose aussi très importante, qui est le fait que l'on connaît très peu les mécanismes qui contrôlent la différence entre la physiologie et l'immunité de la femme et de l'homme. Ce qui est en fait assez hallucinant quand on pense au fait qu'on est quand même en 2024 et que l'on connaît beaucoup de choses sur le système immunitaire. Donc, je voudrais rappeler une chose qui a sans doute été discutée hier, qu'une des raisons qui explique ce phénomène et la raison pour laquelle on connaît si peu sur la raison et les mécanismes de ces différences, c'est que la femme en tant que telle, la santé de la femme a toujours été un objet qui a été négligé, la souffrance de la femme a été moins prise en compte, on le sait par exemple par l'endométriose et d'autres, et qu'en fait il y a un délai énorme de connaissances qui nous permettent de comprendre la différence entre l'homme et la femme. Donc quand on parle de médecine personnalisée, peut-être qu'on devrait commencer par
savoir ce qui se passe entre l'homme et la femme. Donc sur ce petit préambule, je voulais dire qu'en fait, il y a quand même des choses qui ont été faites, et il y a des travaux qui ont en fait expliqué qu'une partie de ces différences étaient associées justement avec les X-link phénomènes qui ont été discutés hier, mais il y a aussi un autre phénomène qui sont les hormones. Donc les différences qui existent au niveau de l'étiologie de ces maladies, que ce soit les maladies inflammatoires, la réponse aux infections, a été en partie associée à l'observation que chez l'homme et la femme, quand on prend le sang en particulier, il y aurait des différences dans le niveau d'intensité de la réponse immunitaire chez la femme et chez l'homme, avec en général une réponse plus forte chez la femme que chez l'homme. Donc le mécanisme que je vais utiliser aujourd'hui pour expliquer et pour travailler sur les mécanismes qui expliquent ces différences sur un tissu, c'est de revenir en fait sur des observations que nous avions eues il y a longtemps sur la relation entre le système immunitaire et le microbiote. Une autre partie de notre travail dans le laboratoire a été en fait d'identifier le rôle du microbiote de la peau et de l'intestin sous le contrôle du système immunitaire. Vous savez que le microbiote, ce sont tous ces microbes qui vivent à l'intérieur et à l'extérieur de notre corps. Il y a des années, une jeune femme absolument magnifique, Shruti Naik, était venue dans mon laboratoire et avait découvert un phénomène assez surprenant, qui était le fait que ces microbes qui vivent sous notre peau, et qui sont en fait présents à toute petite densité, et qui sont dans nos follicules pileux, sont en fait capables de contrôler notre système immunitaire de la peau. Et en fait, par la présence de ces microbes, nous sommes capables de répondre à des infections et nous sommes capables en fait de se défendre. Donc ce système est celui que l'on va utiliser dans les quelques slides qui viennent après pour essayer de comprendre la différence potentielle entre le système male and female. Donc ce qui avait été démontré par Shruti, mais aussi après par plein d'autres scientifiques qui sont venus dans le laboratoire, est que cette réponse immunitaire contre le microbiote est une réponse très très particulière. Quand on a un nouveau microbe qui vient sur notre peau, mais aussi sur notre intestin, nous développons une nouvelle réponse immunitaire, c'est-à-dire qu'on les voit. Ils ne sont pas innocents, ils viennent et on les reconnaît. Il y a des lymphocytes qui viennent dans les tissus et ces lymphocytes sont capables de contrôler la physiologie du tissu. Par exemple, on peut voir en fait que les lymphocytes qui sont générés contre les microbes de la peau ne créent pas d'inflammation, c'est une symbiose, mais ces lymphocytes, que vous connaissez peut-être de terminologie parce qu'ils seront importants pour les réponses aux pathogènes, dans ce cas précis, dans cette relation avec les symbiotes, vont dans le tissu et sont capables de contrôler les réponses innées de la peau et sont capables en fait de créer une production de peptides qui contrôlent les infections. Donc en fait, une réponse contre les microbiotes nous protège contre les infections d'une façon très large. Mais cette réponse immunitaire est très particulière parce qu'elle est très plastique. Donc ces lymphocytes peuvent changer de phénotype et devenir en fait comme des caméléons et aussi aider la régénération tissulaire. Donc pensez vraiment à ce microbiote qui est capable de contrôler la physiologie de la peau au travers de son impact sur le système immunitaire. Donc il y a quelques années, Liang Qi, qui aujourd'hui a son propre laboratoire, est venu dans le laboratoire avec cette idée de savoir s'il pouvait y avoir une différence entre mâle et femelle, male and female, comment dire ça, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, au niveau de la peau. Et en fait, pour ça, il a voulu vraiment comprendre ce système de physiologie qui était associé au microbiote et utiliser ce système pour comprendre le mécanisme potentiel. Donc juste une petite observation toute simple qui est la suivante. Donc l'expérience est très très simple. Il a pris des microbes de la peau, et il les a rajoutés à la surface de la peau d'une souris. Donc quelque chose de très très simple. Donc ces souris ont leur propre microbiote. Donc il a rajouté un nouveau microbe sur la surface de la peau et il a regardé la réponse immunitaire à ce nouveau microbiote. Et ce que vous voyez ici, donc en fait, et je vous veux dire que c'est Liang qui a fait le code des couleurs, c'est pas moi, hein, le rose et le vert, c'est Liang qui l'a fait. Je veux dire. Et donc, ce qu'il a pu montrer, c'est que la réponse immunitaire, donc là, c'est des lymphocytes CD8, d'autres types de lymphocytes, et si vous n'êtes pas immunologiste, et aucune importance qui est du jargon, vous voyez en fait que le rose, qui est donc la femelle, a en fait une réponse immunitaire supérieure au mâle. Et ça, c'est tout à fait aligné avec ce qu'on connaît dans la physiologie de la femme, qui en généralement répond de façon plus excessive à des réponses physiologiques. Donc, comme je l'ai expliqué, ces réponses en fait peuvent être associées à des gènes qui sont encodés par le X chromosome, ou bien peuvent être associées à des hormones. Pour savoir en fait si cet effet est associé à des hormones, on peut en fait éliminer les gonades avant le développement sexuel, ce qui a été fait au niveau de la souris dans ce cas précis. Et vous voyez en fait, ça, ce sont des lymphocytes qui sont induits lorsqu'on ajoute un nouveau microbe dans la peau. Donc ces lymphocytes qui sont tellement positifs pour le système de la physiologie de la peau. Vous voyez en fait que chez un mâle, il y a beaucoup moins en fait de réponses, mais que là, si on en fait
élimine les gonades, il y a en fait une restauration de cette réponse à un niveau qui est comparable à celui de la femelle. Donc ce qui veut dire en fait que dans ce système particulier, c'est vraiment les hormones qui sont capables de contrôler cette réponse locale. Donc pour avoir une réponse immunitaire, il faut avoir une réponse qui est initiée par ce qui s'appelle des cellules dendritiques. Les cellules dendritiques sont ces sentinelles, sont des cellules en fait qui sont capables de capturer dans les tissus les antigènes, qui sont capables de capturer les microbes et qui vont ensuite aller parler au système immunitaire et induire ces réponses. On avait publié il y a quelques années que certains types de cellules dendritiques étaient importants pour la réponse au microbiote. Donc en fait, ce qui a été fait par Liang, c'est de regarder les cellules dendritiques. Et en fait, ce qu'il a pu voir, et ce qui était assez surprenant, et en fait qui n'avait pas été décrit avant, ce que je trouve assez bizarre d'ailleurs, c'est que les cellules dendritiques qui sont tellement nécessaires à toutes les réponses immunitaires contre les microbes, mais aussi contre les cancers, sont présentes en plus haut nombre chez les femelles que chez les mâles. Donc c'est quand même un élément qui peut effectivement expliquer pourquoi une réponse supérieure chez la femelle et chez le mâle. Et c'est vrai pour tout le type de dendritique, dans les cellules de Langerhans et d'autres types de dendritiques. En fait, dans tous les cas de figure, il y a plus de cellules dendritiques chez la femelle que chez le mâle. Ça, c'est une image en fait qui vous montre justement visuellement la différence entre les cellules dendritiques chez les femelles et chez les hommes. Et en fait, la différence au niveau de la microscopie est supérieure à ce qu'on voit quand on extrait les cellules, parce que là, on voit tout le tissu, donc il n'y a pas de biais de récupération. Ça, c'est ce qui se passe quand on ajoute un nouveau microbe à la surface de la peau. On voit que les cellules dendritiques, ça se crée en fait un agrégat. Et vous voyez en fait que chez le mâle, il y a beaucoup moins de réponses. Et en fait là, si on enlève les gonades, on peut voir qu'on restaure cette réponse à un niveau qui est comparable à ce qui est vu chez la femelle. Donc il y a vraiment une différence vraiment très très impressionnante sur le nombre de dendritiques chez la femelle et chez le mâle. Et ça, c'est un autre type de dendritique que je trouve absolument magnifique, qui sont les cellules de Langerhans, qui sont présentes dans toute votre surface de la peau, dans l'épiderme. Et on peut voir, en fait, en tout cas chez la souris, que ces cellules de Langerhans sont présentes à plus haut niveau chez la femelle, qu'elles sont beaucoup moins présentes chez le mâle, et peuvent être en fait restaurées si on enlève en fait les organes sexuels du mâle. Donc clairement, un effet absolument dramatique et important des hormones mâles sur le système immunitaire de la peau. Ces différences au niveau du nombre de cellules dendritiques, ce n'est pas simplement le nombre, mais c'est aussi leur niveau d'activation. Donc là, en fait, c'est une image qui est générée en utilisant ce qu'on appelle le single cell RNA-seq, qui en fait permet en fait de visualiser l'expression des gènes dans les différents types de dendritiques qui sont dans la peau. Et on peut voir en fait, à nouveau, quand on regarde en fait l'expression des gènes, que les dendritiques de la peau des femelles est en fait plus activés. Ce sont des gènes ici associés à l'activation chez la femelle que chez le mâle, et c'est vrai pour les cellules de Langerhans, mais aussi d'autres dendritiques. Donc non seulement il y a plus de cellules dendritiques, mais elles sont plus activées. Donc ce qui, bien entendu, peut se traduire avec une réponse immunitaire chez la femelle qui soit en fait plus activée que chez le mâle. Donc maintenant, on arrive au mécanisme qui, en fait, comme je vous le rappelle, un des problèmes énormes dans ce domaine d'investigation, c'est qu'on connaît très peu les mécanismes. Donc, bien entendu, ça suggérait que la testostérone soit responsable, quelque part, de ce phénomène, ou en tout cas la différence en testostérone. Donc, le récepteur androgène, les androgènes vont être responsables de la signalisation de la testostérone. Donc, on a voulu savoir, en fait, si les cellules dendritiques elles-mêmes pouvaient répondre aux hormones. Est-ce que c'est une réponse directe de la testostérone sur les hormones? Donc pour cela, on a regardé l'expression des gènes dans toutes les cellules dendritiques qui étaient présentes dans la peau. Et comme vous voyez ici, en fait, il n'y a pas d'expression sur le récepteur de la testostérone sur les dendritiques, ou très peu. Ce qui voudrait dire en fait que ce n'est pas une réponse directe, mais que c'est peut-être une réponse indirecte. Donc là, on est revenu en fait au niveau 0, qui peut être vraiment les médiateurs de cette différence. Et on est revenu en fait sur ce qui était connu par rapport au contrôle des cellules dendritiques dans la peau. Donc pour qu'il y ait des cellules dendritiques dans la peau, qui je vous le rappelle sont l'élément absolument fondamental de toute réponse immunitaire, on a besoin d'une cytokine, qui est une cytokine qui a été découverte il y a très longtemps, qui s'appelle le GM-CSF, qui est nécessaire à la maturation et à l'accumulation des cellules dendritiques dans la peau. Et on peut voir d'ailleurs que si on enlève le GM-CSF, il n'y a plus de dendritiques dans la peau. Il y a quelques années, avec mon amie Myriam Merad, nous avions publié qu'il y a une toute petite population de lymphocytes dans les tissus qui s'appelle les ILC. Je suis désolée, les jargons en immunologie, c'est une catastrophe. Sachez juste que c'est une toute petite population de lymphocytes et que ces lymphocytes, en fait, sont très importants dans l'intestin pour le contrôle des cellules dendritiques.
Donc on se dit peut-être qu'en fait, ces cellules sont des sentinelles qui contrôlent cette réponse hormonale. Et donc, on avait montré il y a quelques années que ces cellules sont responsables de la production de GM-CSF dans l'intestin, et on s'est dit peut-être que dans ce phénomène que l'on voit, les hormones contrôlent la production de GM-CSF par les ILC. Donc l'hypothèse que Liang a testée est la suivante. Est-ce que les androgènes, donc les testostérones, sont capables, au travers du signal de ce contrôle des ILC, de contrôler le niveau de GM-CSF et le style de dendritique qui expliquerait la différence entre les deux sexes? Donc, la première chose que Liang a fait était de regarder si vraiment ces cellules, ces toutes petites cellules qui sont présentes en tout petit nombre dans la peau, sont capables d'exprimer le récepteur. Donc, ce sont les cellules dont je parle ici. Et vous voyez ici qu'effectivement, cette population, qui s'appelle ALC2, exprime un haut niveau de récepteurs au testostérone. Et c'est une observation qui avait été faite avant, en France d'ailleurs, par le groupe en particulier de Jean-Charles Guéry et d'autres. Donc cette population, qui est une population minoritaire dans la peau, exprime ce récepteur plus que toutes les autres populations dans la peau. Donc pour regarder en fait ces petites cellules qui produisent donc, qui répondent au testostérone, on a vu en fait qu'elles étaient elles-mêmes contrôlées par la maturation sexuelle. Quand on regarde le nombre de ILC dans la peau avant la maturation sexuelle, on voit qu'il y a le même nombre. Chez la souris, cette maturation arrive aux alentours de la 4e semaine. Et on voit que c'est au moment où les hormones sexuelles augmentent au niveau des tissus qu'il y a une diminution des ILC dans la peau des mâles comparé aux femelles. Donc c'est un moment charnière dans lequel en fait, on commence à avoir un dimorphisme dans le nombre de cellules qui sont présentes. Et à nouveau, on peut voir que si on change les hormones, donc là on voit que chez les mâles, il y a moins de ces cellules, et que si l'on change la production de testostérone, on récupère en fait le niveau à un niveau similaire que les femelles. Et on voit aussi que cette toute petite population, qui, je le rappelle, est minoritaire dans la peau, est celle qui est la plus contrôlée par la différence entre mâles et femelles. Si on compare l'expression des gènes dans cette population par rapport à toutes les autres populations de lymphocytes dans la peau, c'est la population qui répond le plus au niveau de la différence d'expression de gènes dans la peau. Donc c'est vraiment une population qui est charnière au niveau de la façon dont elle est contrôlée par les hormones sexuelles. Et à nouveau, je reviens en fait sur la thématique de l'activation. C'est pas simplement une question de nombre. Vous voyez bien en fait que ces cellules, chez la femelle, sont beaucoup plus activées. Par exemple, ICOS est un marqueur d'activation de ces cellules qui est beaucoup plus présent chez la femelle que chez le mâle. Et en fait, on voit ici qu'il y a bien moins de ces cellules chez le mâle qui produisent du GM-CSF. Donc on voit bien que cette toute petite population minoritaire, qui est la source de cette potion magique qui est le GM-CSF, est bien moindre chez le mâle que chez la femelle. Donc je ne vais pas en fait revenir sur les détails, ce papier a été publié et nous avons montré effectivement, en utilisant des mécanismes de contrôle génétique de ces populations, que c'était effectivement l'expression de ce récepteur par ces cellules qui étaient responsables de la différence dans la réponse immunitaire entre la femelle et le mâle. Mais j'ai juste en fait vous présenter le modèle et en fait faire une spéculation après de pourquoi ces différences existent. Donc le modèle que l'on propose pour le moment est le suivant. À la naissance, il n'y a pas en fait beaucoup de différences, il y a très peu de différences dans le système immunitaire de la peau, mais aussi des autres organes entre le mâle et la femelle. Et en fait, à ce stade, on a cette toute petite population minoritaire qui s'appelle les ILC, qui sont vraiment présents dans les tissus. Lorsque la maturation sexuelle se produit et qu'il y a une augmentation de la testostérone dans la peau, et je voudrais dire en fait que la peau est très particulière parce qu'il y a conversion locale d'une molécule qui est encore plus puissante que la testostérone. Donc en fait, il y a vraiment aussi des reconversions de la testostérone dans des molécules qui sont encore plus puissantes. Donc la peau est le tissu dans l'organisme qui est le plus contrôlé par les hormones sexuelles. On voit en fait que la testostérone, le modèle que l'on propose est le suivant, en fait bloque les ILC. Et en fait a un effet négatif sur l'accumulation de ces cellules. Donc en fait, la testostérone bloque le GM-CSF en bloquant ces cellules, et le résultat est que chez la femelle, on a une production supérieure de GM-CSF par rapport au mâle, et que ça se traduit vraiment par une croissance et une accumulation des dendritiques chez la femelle et une activation supérieure par rapport à ce qui se passe chez les mâles. Donc en fait, ça explique d'une façon assez claire dans ce système pourquoi le tissu est capable de développer une réponse supérieure chez la femelle que chez le mâle. Et en fait, ça c'est vrai pour l'homéostasie, et on sait que le système immunitaire est fondamental pour la régulation de l'homéostasie, je reviendrai sur ce point après.
réponse au microbiote, et je vous dis que cette réponse est fondamentale pour la physiologie du tissu, mais aussi réponse aux pathogènes ou aux vaccins. Et en fait, ce que je voulais vous dire à ce stade, c'est que donc, on a terminé cette étude chez la souris, on a commencé à travailler avec des dermatologistes et commencé à travailler chez l'homme. Et je vais vous dire une chose qui est assez choquante, c'est qu'il n'y a pas de résultats chez l'homme. Il n'y a pas de données qui nous permettent de regarder les cellules dendritiques et qui nous permettent de regarder ces ILC entre la femme et l'homme. Il n'y a pas eu une seule étude au monde qui a pris une toute petite biopsie de peau d'un homme et de femme pour regarder ce qui se passe. Et alors là, vraiment, c'est inacceptable. Donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire en réalisant en fait que ce n'est pas simplement des tout petits trous dans la raquette qu'on a, c'est des domaines immenses d'investigation pour être capable de comprendre comment on va aider et promouvoir l'immunité femmes et hommes au travers des âges, au travers des changements hormonaux qui se passent. Il faut que l'on comprenne les phénomènes locaux. C'est vrai pour les réponses aux vaccins, c'est vrai pour les réponses contre le cancer, c'est vrai pour les régénérations tissulaires, c'est vrai aussi pour ce qui se passe au travers de la vie, au moment de l'adolescence, au moment de la ménopause. C'est inacceptable aujourd'hui qu'on soit dans un monde dans lequel on a si peu de compréhension de le contrôle hormonal des tissus. Donc en fait, je voulais vous dire aussi que c'est une démarche que l'on est en train d'engager activement et on est en train de développer beaucoup de collaborations, que ce soit en France mais aussi dans d'autres pays, pour développer vraiment un mapping de ce qui se passe dans la peau de l'homme et de la femme, pour qu'on puisse développer une approche beaucoup plus rationnelle du développement de thérapies qui soient associées à la physiologie féminine ou masculine. Et maintenant, je vais spéculer pendant quelques minutes du pourquoi. La raison qui va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait un système immunitaire supérieur, j'ai un petit biais, plus efficace chez la femelle que chez la... Il est temps en fait qu'on soit un petit peu comme ça, non? On va dire ça. Donc là, il y a quand même un processus biologique fondamental qui est que la femme a aussi... son corps doit se transformer, son corps doit protéger, son corps fait une chose absolument extraordinaire qui est en fait de transformer un être vivant et de le protéger. Et ce phénomène en fait de transformation qui est la grossesse a des demandes extraordinaires par rapport à la physiologie et en particulier sur le système immunitaire. Donc en fait, ce que l'on propose, et qui est sans doute une des réponses à la différence et pourquoi on a ces différences, vient sans doute de ce rôle fondamental de la femme et de la femelle dans leur reproduction. Et donc je vais vous donner 2-3 slides qui illustrent des directions que l'on est en train de prendre justement pour essayer de comprendre le rôle du système immunitaire dans ce processus fondamental qui est la grossesse. Donc la grossesse est un élément biologique que je trouve absolument fascinant dans lequel il y a la transformation d'un être vivant qui peut être protégé. Il y a aussi la lactation qui se produit et ça se passe dans un corps totalement physiologique qui est capable en fait de se rétracter et de produire un être humain. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de fascinant biologiquement et qui demande en fait des choses absolument particulières. Et donc, je voulais en fait vous dire une chose, c'est qu'en fait, on ne connaît très peu le rôle du système immunitaire de la mère dans cette transformation. Et on parle beaucoup du système immunitaire dans sa relation de défense. Mais le système immunitaire, c'est beaucoup plus que ça. En fait, le système immunitaire a un rôle incroyable dans la régénération tissulaire et la transformation. Et en fait, on est en train de comprendre que la défense immunitaire, c'est juste une des parties du rôle du système immunitaire, mais qui a un rôle énorme dans ce qui est la transformation du corps et la régénération tissulaire. Et donc, il y a quelques années, en fait, on a commencé à s'intéresser au rôle du système de la mère, en fait, dans la transformation du corps pendant la grossesse. Et c'est une question qui a été faite dans le laboratoire, pas d'Anne, qui, je voulais vous dire, est extrêmement biaisé dans ce type de recherche parce qu'il a eu un bébé il y a quelques temps. Et donc, en fait, il s'est devenu très intéressé par justement le rôle de l'immunité maternelle en lactation. Donc, qu'est-ce que la lactation? La lactation est aussi un phénomène extraordinaire qui est un des aspects de cette transformation pendant la grossesse, qui permet justement la génération d'une chose extraordinaire qui est le lait, qui est nécessaire à la survie de l'enfant, qui transfère non seulement un système immunitaire, il y a des anticorps, il y a des cellules, mais il y a aussi des molécules qui sont nécessaires à la survie de l'enfant. Et en fait, ce qui a été, je vous donne juste le résumé de ce travail, ce que Dan a été capable de montrer, c'est que cette transformation de la glande mammaire pendant la grossesse et la lactation était en fait contrôlée par le système immunitaire de la mère. Donc le système immunitaire de la mère, celui c'est lymphocytes, sont en fait capables d'aller dans la glande mammaire et de transformer en fait la glande mammaire et de lui permettre de se développer et en fait de permettre de produire du lait qui est nécessaire pour la survie de l'enfant. Donc en fait, on n'avait pas jusqu'à présent compris qu'un des rôles du système immunitaire de la mère pendant la grossesse était aussi de transformer l'organe et de générer en fait une fonction vitale pour l'enfant.
Donc ça, c'est une des explications du pourquoi il y a une différence physiologique entre le système immunitaire de la mère, de la femme et de l'homme. Mais je pense que c'est uniquement un des éléments, et je pense qu'il y a énormément à faire pour continuer à l'expliquer. Et donc en fait, ça c'est un travail que je trouve absolument fascinant et fondamental, et à nouveau qui a été négligé, et sur lequel on veut vraiment s'engager à Pasteur. Donc c'est une des directions que mon laboratoire va porter, mais aussi que j'aimerais faire en collaboration avec mes collègues à Pasteur et aussi dans le network, qui est d'essayer de comprendre justement comment le système immunitaire de la mère, et dans sa vulnérabilité et sa force, peut ensuite se traduire par des changements au niveau de la lactation, et comment ça peut avoir des éléments positifs, mais peut-être aussi dans certaines circonstances plus compliquées pour l'enfant. Et je pense en particulier à des zones du monde dans lesquelles les femmes sont très vulnérables à la malnutrition, aux infections, et dans lesquelles il va falloir qu'on comprenne aussi comment l'impact qui est fait sur la physiologie de la mère et son système immunitaire peut avoir des conséquences à long terme sur l'enfant. Voilà, sur ce, je voulais vous dire que c'est un plaidoyer pour la nécessité d'augmenter rapidement les fonds nécessaires à la recherche sur la femme. Je voulais vous dire qu'il est absolument inacceptable aujourd'hui, dans ce monde, que l'on connaisse si peu sur la physiologie de la femme et son système immunitaire. Et il est temps, en fait, qu'on répare la situation. Et je suis très heureuse d'annoncer qu'un des piliers du travail qui va être fait à Pasteur est justement de s'engager sur la relation mère-enfant, sur la physiologie de la mère, physiologie de la femme, et qu'on va essayer vraiment de pousser ce type de recherche en collaboration avec le partenaire et en collaboration avec le network. Je vous remercie tous pour votre attention. C'est nous qui vous remercions pour cet exposé d'une clarté limpide, vraiment. Il n'y avait aucun jargon au-delà des sigles auxquels nous avons dû nous habituer. Merci beaucoup. C'était à la fois passionnant et absolument dans la thématique que nous souhaitions aborder dans le cadre de ce colloque. Merci beaucoup. Mais si j'ai bien compris, il y a un déficit de recherche sur le système immunitaire de la femme, mais les hommes ne sont pas nécessairement beaucoup mieux lotis en termes de recherche sur les effets du mais système. Exactement, je pense que de ne pas comprendre, de ne pas intégrer la physiologie et vraiment les hormones dans toutes leurs dimensions, que ce soit au niveau des tissus, que ce soit au niveau... Il faut vraiment qu'on l'intègre dans toute la compréhension. C'est ça, dans toute sa complexité. Au travers des âges, au travers Absolument. du temps, au travers... Donc je pense que c'est un problème qui affecte tous, qui affecte particulièrement la femme, parce qu'il y a des éléments très particuliers par rapport à la physiologie de la femme, mais je pense que l'humanité doit être vue dans sa différence, dans sa globalité. Absolument. C'était déjà une des conclusions auxquelles Sonia Garel était arrivée par de toute autre voie hier dans sa communication. Bien. J'ouvre dès lors maintenant le débat. Il y a là Alexandre Morbidelli. Ah, pardon, Françoise Combe et puis Alexandre Merci Morbidelli. beaucoup, c'était vraiment très très intéressant. Moi, je voulais savoir si l'excès d'immunité, justement, est-ce qu'on n'a pas un désavantage dans les maladies auto-immunes? Est-ce que vous pouvez en dire, est-ce que c'est la même origine? Exactement. En fait, le fait que la femelle ou la femme soit plus réactive a en fait effectivement des éléments négatifs, c'est-à-dire la prédisposition aux maladies auto-immunes, plus d'inflammation. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un trade-off dans lequel... Mais il faut se rappeler aussi que nous sommes dans une situation très particulière si on pense en fait à notre physiologie dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes tous plus inflammés. Nous avons en fait changé notre mode d'existence. On n'est pas forcément exactement dans un système écologique, très beau, mais c'est peut-être pas l'environnement dans lequel on a évolué. Nous avons changé notre nourriture, nous avons d'autres types d'infections, nous avons éliminé des partenaires tels que on était tous colonisés par des nématodes qui calmaient en fait notre système immunitaire. Donc on est tous plus réactifs. Et je pense qu'aujourd'hui, cette différence devient plus négative pour la physiologie de la femme parce que justement, tout ce qui était en fait des natural breaks du système ont été doucement éliminés. Donc on est vraiment dans un système d'écologie, de transition écologique qui fait que du coup, nous sommes plus vulnérables à des maladies inflammatoires. Et ça se prédispose beaucoup plus la femme. Oui, merci beaucoup pour cette conférence vraiment intéressante. Donc, vous avez montré les mécanismes par lesquels, au niveau de la peau, la réponse immunitaire de la femme ou de la femelle est plus efficace. Mais vous avez montré tout au début qu'il y a des maladies pour lesquelles, en fait, les femmes sont plus vulnérables que les hommes. Donc, c'est les mêmes mécanismes qui impliquent d'autres cellules qui sont plus... Non, en fait, je pense que c'est exactement ça. C'est que je pense que chaque tissu, et ça, je reviens sur un autre élément de pourquoi on est vraiment à l'âge de pierre de la compréhension, c'est qu'en fait, chaque tissu a sa propre logique.
Et en fait, la peau est très particulière. Donc la peau, en fait, a des systèmes de conversion locale d'hormones qui, en fait, augmentent, en fait, justement, qui créent vraiment des bioproduits de la testostérone très puissants. Mais c'est pas vrai pour tous les tissus. Par exemple, l'intestin est moins contrôlé par les hormones que la peau. Donc je pense qu'il y aura chaque tissu, chaque circonstance va être contrôlée différemment. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on y aille tous et qu'on comprenne certaines maladies en fait, qui affectent certains tissus seront peut-être contrôlées par d'autres mécanismes, d'autres cellules. Ce qu'on a démontré, c'est que dans la peau, c'est la cellule qui est importante. Mais ça ne peut pas dire qu'en fait, dans l'intestin ou dans le poumon ou dans d'autres tissus, ce sera le cas. Donc je pense qu'il faut vraiment justement qu'on décode tout ça et qu'on comprenne qui sont vraiment ce qu'on appelle les keystone éléments dans chaque compartiment. Ouais. Très bien, je vous propose que nous remercions une fois de plus